L'ordre du jour appelle le débat sur l'avenir institutionnel, politique et économique de la Nouvelle-Calédonie, dans la perspective du terme du processus défini par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, à la demande du groupe Les Républicains. Je vais d'abord donner la parole à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, puis ensuite à un ensemble d'orateurs, puis enfin au ministre pour la réponse. Je vais donc donner la parole à notre collègue Pierre Frogier au nom du groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors que s'ouvre ce débat, je pense à mes compatriotes qui nous écoutent, sur cette terre de Nouvelle-Calédonie perdue dans le Pacifique et si lointaine de Paris. Les uns sont à la recherche d'un chemin vers l'indépendance, les autres ont choisi depuis longtemps celui de la France. Mais tous poursuivent leur marche dans les ténèbres en se cognant contre les murs. Et maintenant, que fait-on ? C'est la question que j'entends vous poser, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Mais malheureusement, je ne suis pas certain que les réponses abondent. Alors que l'accord de Nouméa est devenu un accord ancien, dont l'esprit est moribond et la lettre sans espoir, personne ne sait comment on en sort. Personne ne sait ce qui va se passer. Et vous comprendrez que cette situation génère une profonde et légitime inquiétude pour une population qui ressent l'impasse dans laquelle elle a été menée. Et cette angoisse se double d'une incompréhension pour une partie d'entre elles. À 2 reprises déjà, elle a exprimé sans ambiguïté sa volonté de rester française et ne comprend pas la désinvolture, voire l'indifférence des plus hautes autorités de l'État, comme si la revendication d'indépendance avait plus de légitimité que le combat qu'elle mène pour rester française. Et pourtant, depuis 30 ans, la Nouvelle-Calédonie est engagée dans un processus exemplaire. Après les violents affrontements des années 80 qui nous ont conduits à une quasi-guerre civile, nous avons choisi le chemin de la paix et de la réconciliation. En 1988, la signature des accords de Matignon, scellée par la poignée de main de Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, a mis un terme à l'escalade de la violence. 10 ans plus tard, ces accords ont trouvé leur prolongement dans l'élaboration d'une solution consensuelle qui s'est traduite par la signature de l'accord de Nouméa. Mais l'accord de Nouméa, que nous avons signé dans l'urgence, était inachevé, incomplet et imparfait. Ou peut-être n'avions-nous pas suffisamment conscience que ce processus était fragile, délicat, et qu'il nécessitait pour s'épanouir confiance, sérénité et une vraie sincérité en dehors de toute arrière-pensée, notamment électoraliste. Je fais le constat aujourd'hui devant vous que l'accord de Nouméa était un acte manqué. Il a été dénaturé dès 2007, avec le gel du corps électoral pour les élections provinciales, qui a justifié par la suite toutes les revendications, toutes les surenchères des indépendantistes. Il a été géré de manière partisane par tous ceux qui y trouvaient leur intérêt. Il a été confisqué quand on a voulu faire prévaloir le texte de l'accord sur son esprit. Au lieu de le faire vivre, au lieu de le laisser s'épanouir et se transformer, on l'a enfermé, monsieur le ministre, dans une formule coupable. L'accord, tout l'accord, rien que l'accord, qui empêchait toute évolution. Pendant des années, j'ai proposé de rechercher cette sortie harmonieuse de l'accord, cette nouvelle solution consensuelle, ce nouveau compromis qui aurait constitué la logique et cohérente suite de ce que nous vivons depuis 30 ans. Elle serait venue compléter cet accord imparfait, mais je n'ai été entendu, ni de ma famille politique, ni des indépendantistes, ni de l'État. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une impasse. Faute d'être parvenus à un nouvel accord, nous nous sommes réduits à l'affrontement sans fin de convictions inconciliables. J'avais aussi la conviction que nous devions faire l'économie de ces référendums mortifères
qui ne pouvait que raviver les tensions, les divisions, les affrontements. À 2 reprises déjà, en 2018, en 2020, nous sommes retrouvés face à face. Mais c'est un exercice inutile, puisque aucun des deux camps ne se soumettra jamais aux convictions de l'autre, et que quel que soit le résultat, nos convictions et celles des indépendantistes ne varieront pas. C'est aussi un exercice dangereux. Nous qui étions des partenaires, nous sommes redevenus des adversaires, comme si nous n'avions pas travaillé ni géré ensemble, comme si nous n'avions pas porté une ambition commune. Ces référendums à répétition sont devenus un engrenage infernal qui anéantit toute capacité de dialogue. Je retiens néanmoins 2 enseignements de ces consultations. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour l'indépendance. Le second, c'est une triple fracture politique, identitaire et géographique. Les électeurs du Sud sont massivement favorables au maintien de la Calédonie dans la France. Les électeurs du Nord et des îles sont massivement favorables à l'indépendance. Nous devons, sans concession, regarder cette réalité en face, même si elle bouscule nos certitudes et nos ambitions. Malgré les efforts de rééquilibrage financier et les initiatives économiques, culturelles, sociales, nous n'avons pas progressé dans la construction d'une communauté de destin. Les indépendantistes sont et resteront farouchement indépendantistes, et nous sommes et nous resterons indéfectiblement attachés au maintien de la Calédonie dans la France. Parce que chacun de nous reste et restera intimement attaché à son identité. Ces référendums, malheureusement, auront enfermé la vie politique locale dans une logique d'affrontement identitaire. À l'évidence, ce que nous avions imaginé il y a 20 ans est dépassé. La réalité, c'est que la Nouvelle-Calédonie est une terre aux identités multiples, où chacun doit pouvoir développer ses atouts dans une relation saine, stable et pérenne. Car la recherche à tout prix de convergence factice nous a conduits à des confusions néfastes. La réalité, c'est que nous avons un défi à relever. Apprendre à savoir vivre ensemble, assumer nos différences pour rendre notre collectivité humaine plus forte, s'entendre sur nos divergences pour en limiter les effets, et je crois que nous en sommes capables. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'après avoir négocié 2 accords, nous soyons capables aujourd'hui et pour demain de négocier un désaccord. Au-delà de la formule qui peut sembler être un bel oxymore, négocier un désaccord, c'est l'assurance d'une coexistence apaisée, dans le respect de nos identités et nos différences. Il ne s'agit pas de se séparer, il ne s'agit pas de se tourner le dos, mais de s'entendre sur nos divergences afin d'en limiter les effets, de reconnaître ce que nous partageons, accepter ce qui nous sépare, et sur cette base, organiser notre avenir. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, permettez-moi de tracer devant vous les grandes lignes de cette solution qui permettra, j'espère, à la Calédonie d'inventer son avenir et à ses populations de vivre durablement réconciliées. 2 principes. Le premier, la nécessité d'avoir cette terre en partage. Le second, de réaffirmer la prééminence de la collectivité provinciale. Quand je dis qu'il faut avoir cette terre de Calédonie en partage, je pense à cette nuit interminable de juin 1988, alors que nous posions les principes fondateurs des accords de Matignon, lesquels, en partageant
le territoire en 3 provinces ont permis le retour de la paix civile. Et personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a engagé de procès en partition de la Nouvelle-Calédonie, ni contre Michel Rocard, ni contre Jean-Marie Tjibaou, ni contre Jacques Lafleur. C'est donc sur cette base retrouvée que je propose d'unifier en harmonisant les contraires au lieu d'uniformiser en écrasant les différences. Le cœur de cette proposition, c'est de redonner toute sa place à la collectivité provinciale. Conséquence, la collectivité de la Nouvelle-Calédonie sera composée de 3 provinces dotées de la compétence de principe, garantissant les différentes identités de la Nouvelle-Calédonie. Les communes seront des collectivités des provinces. Certaines compétences pourront leur être déléguées. Chaque province sera dotée de son conseil coutumier kanak, composé de représentants des chefferies, des aires coutumières de son ressort. Mais surtout, chaque assemblée de province sera élue selon son propre régime électoral, afin que nul ne soit exclu. L'État continuera à assurer toutes les compétences régaliennes, défense, justice, ordre public, monnaie, affaires étrangères, mais les provinces pourront partager certaines prérogatives de l'État en accord avec lui. Pour assurer la gouvernance de la collectivité Nouvelle-Calédonie et pour éviter de tomber dans les travers et les lourdeurs de ce gouvernement collégial mis en place par l'accord de Nouméa, je propose la constitution d'un collège médiateur composé du représentant de l'État, évidemment, des représentants des assemblées de province. Son président représentera la Nouvelle-Calédonie en toutes circonstances. Cette gouvernance, c'est un processus de coordination des provinces et de l'État en vue d'atteindre des objectifs définis et discutés collectivement. Mais c'est aussi un mode d'organisation qui impliquera des négociations permanentes sur un pied d'égalité entre les provinces. Il ne s'agira plus de dicter d'en haut des priorités, mais de se contenter de réguler et d'arbitrer afin d'assurer le libre épanouissement des provinces. Il s'agira d'une répartition plus horizontale du pouvoir. Le savoir-vivre ensemble nécessitera des règles communes, mais au lieu d'être imposées d'en haut, les mesures prises résulteront d'un processus d'élaboration collective guidé par la recherche de réponses aux défis communs, conformément à des valeurs contenues dans une charte. Cette charte définira un engagement de valeurs partagées, de droits, de libertés, garantis par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel de la République. Elle exprimera par ailleurs l'adaptation du droit civil aux identités plurielles de la Nouvelle-Calédonie concernant les personnes, la famille, les rapports entre les personnes et leur rapport au groupe social. Cette solution institutionnelle sera bien sûr soumise à l'approbation des populations intéressées. Monsieur le ministre, j'entamais mon propos en évoquant le sort de mes compatriotes qui continuent de cheminer dans les ténèbres. Et ils le doivent, il est vrai, en grande partie à cet État que vous incarnez aujourd'hui, cet État qui hésite encore, qui hésite toujours, entre se débarrasser de la question calédonienne ou traiter la question calédonienne. Se débarrasser de la question calédonienne, c'est laisser entendre que l'indépendance en association ou en partenariat reste possible, à la condition, bien sûr, que les intérêts économiques et militaires de l'État soient garantis. Se débarrasser de la question calédonienne, c'est malheureusement abandonner à son sort toute cette population et alimenter les tensions. Traiter la question calédonienne, c'est apporter une solution d'aujourd'hui à un vieux problème. Ce n'est pas réparer le passé. C'est réussir à conjuguer respect de la démocratie locale, respect des identités,
respect des différences et intérêt de la France. Monsieur le Président, mes chers collègues, je m'adresse à vous, car la Nouvelle-Calédonie ne peut plus attendre. Elle a besoin de développer un autre visage, elle a besoin que, sans attendre, une main lui soit tendue. En incarnant la bonne volonté de la République à l'endroit de tous les Calédoniens, en apportant sa culture de la sagesse à une question territoriale qui peut avoir des conséquences importantes, y compris dans d'autres territoires ultramarins, notre Haute Assemblée pourrait incarner cet espoir et permettre à la Nouvelle-Calédonie de devenir un laboratoire de l'adaptation républicaine aux réalités des territoires et de vivre les différences sereinement. En favorisant par l'intelligence collective la co-construction d'une solution d'aujourd'hui, nous passerions d'une logique de centralisation puis de décentralisation à une logique de regroupement des territoires. Monsieur le Président, je veux conclure en vous priant d'avoir en tête le sort de ce jeune indépendantiste, par solidarité identitaire, celui de son ami loyaliste, à l'identité culturelle si différente. Je vous demande pour eux de vous engager afin de les libérer de la peur de l'autre, leur permettre d'être Français ensemble, en valorisant, respectant leurs différences et en inscrivant leur avenir dans une appartenance commune. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de notre débat, je vais donner la parole au président Guillaume Gontard pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Il a 5 minutes. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je remercie d'abord mes collègues du groupe LR d'avoir proposé ce débat et je remercie aussi l'initiative du président Larcher d'un groupe de travail sénatorial et transpartisan sur la question calédonienne, question d'une brûlante actualité qui continuera à l'être ces prochaines années. Alors que nous arrivons au terme du processus de Nouméa, le caillou a occupé, occupe et occupera votre gouvernement comme aucun autre au XXIe siècle. Il sera également l'un des premiers gros dossiers du gouvernement qui sortira des urnes en 2022. La demande de ce troisième référendum d'autodétermination intervient dans une situation économique dégradée, dans une situation politique fragmentée et dans une situation sociale toujours plus conflictuelle. Cela n'a rien d'étonnant alors que l'on s'approche de la fin d'un processus entamé il y a plus de 30 ans et dont l'issue représente un vide politique, une feuille presque blanche qui reste à écrire. La situation particulièrement tendue et bloquée de l'hiver a néanmoins connu une légère accalmie. Et je salue notamment l'intervention bienvenue de l'État qui a favorisé une solution de reprise du complexe minier Vale, solution plutôt intéressante avec un capital majoritairement détenu par les collectivités calédoniennes, un partenariat avec Tesla pour stabiliser les débouchés économiques et un ambitieux projet, sur le papier du moins, de préservation de l'environnement. Rappelons que ce site accueille la plus grosse usine mondiale d'acide sulfurique dans une zone riche d'une biodiversité exceptionnelle. Les écologistes, vous vous en douterez, seront particulièrement exigeants sur ce dernier point. Ce week-end, c'est la paralysie politique qui durait depuis la mi-février qui semble trouver une issue, avec le compromis qui s'esquisse entre les formations indépendantistes à la tête du gouvernement de l'île. Entre-temps, la demande d'un troisième référendum à l'automne 2022 a été effectuée. Vous avez invité toutes les formations politiques calédoniennes à Paris, à la fin du mois, pour envisager ce référendum et les conséquences des 2 scénarios dans lesquels pourrait s'engager la Nouvelle-Calédonie à l'issue de ce scrutin. Votre démarche nous semble être la bonne. Néanmoins, elle ne sera utile que si toutes les forces politiques sont effectivement présentes. Aussi, il nous paraît essentiel de convaincre les partis indépendantistes de faire le déplacement, en affinant rapidement votre programme de travail et, au besoin, en envoyant un émissaire gouvernemental sur l'île pour caler les choses. Sans cela, vous ne parviendrez pas à tenir votre promesse d'un travail consistant sur les conséquences du oui et celles du non, un travail à même d'éclairer le débat référendaire, les électrices et les électeurs, mais aussi tout le pays. Le calendrier étant ce qu'il est, vous ne pourrez pas vous engager sur une gestion de l'après-référendum qui ne sera peut-être pas du ressort de l'actuel exécutif.
Nous vous demandons donc de construire en amont, avec toutes les forces politiques nationales, le compromis politique le plus large possible sur ce que sera l'attitude de la France. Pour soutenir et favoriser, en cas de victoire du non, l'émancipation du peuple kanak, seule à même d'apaiser les tensions. Pour accompagner, en cas de victoire du oui, l'indépendance autant qu'il le faudra et dans les meilleures conditions possibles. C'est la seule manière d'apporter des perspectives relativement stables aux Calédoniens pour un débat transparent qui ne court pas le risque d'un spectaculaire volte-face à la fin du printemps 2022. Quel que soit le choix du peuple calédonien, il n'effacera pas l'héritage colonial de l'île et son corollaire de division, d'inégalités socio-économiques inacceptables et de conflictualité. Quel que soit ce choix, il ne réglera pas la trop forte dépendance de l'île à l'extraction du nickel et à ses très graves conséquences écologiques comme sociales. Quel que soit ce choix, il ne fera pas disparaître l'intérêt presque prédateur parfois de la France pour l'île, quel que soit pour les ressources, que ce soit pour les ressources minières ou pour l'intérêt géostratégique de sa présence dans le Pacifique. La dépendance envers la métropole, qui s'est construite depuis plus d'un siècle, est de toute façon beaucoup trop forte pour permettre au peuple calédonien de disposer librement de lui-même. Les destins de la France et de la Nouvelle-Calédonie resteront liés, quel que soit le choix des urnes. Mais pour favoriser autant que possible un choix autonome, la France doit apporter des garanties sur le devenir politique de l'île, quel que soit le scénario choisi démocratiquement dans 18 mois. Alors, monsieur le ministre, c'est une tâche exaltante à laquelle vous vous attelez. Contribuer à inventer le devenir d'un territoire et de ses populations pour se libérer enfin du poids de l'héritage colonial et pour engager une transition sociale, économique et écologique à même de réduire les inégalités, construire le vivre ensemble et de préserver un environnement et une biodiversité incomparables. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant appeler notre collègue Michaëlé Kulimo-Etoké, pardonnez-moi, pour le Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est humblement en tant que sénateur des îles Wallis et Futuna, connaissant le tiraillement entre deux cultures, que je me tiens devant vous aujourd'hui. C'est également en tant qu'océanien, français, profondément ancré dans des traditions et les coutumes de mes îles, que je prends la parole pour témoigner comme voisin et spectateur privilégié de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, surnommée le Caillou. À cette occasion, je salue chaleureusement au passage la communauté wallisienne et futunienne de Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie entre dans la dernière phase d'un processus inédit. Ce processus a été une source exceptionnelle d'optimisme. Il a démontré la capacité des femmes et des hommes à trouver, au sein de la République française, des solutions novatrices pour répondre aux défis qui s'imposent à eux. Toutefois, cette source se tarit à mesure que se rapproche le prochain référendum. Mes chers collègues, ne nous voilons pas la face sur la situation de la Nouvelle-Calédonie. Ce territoire reste divisé entre deux communautés. Si elles s'acceptent et se respectent désormais, elles continuent toutefois de nourrir des ambitions antagonistes pour leur avenir. Les inégalités y sont encore trop fortes, d'autant qu'elles s'inscrivent dans une réalité ethnique qui les rend révoltantes et insoutenables. D'un côté, les indépendantistes militant pour que la communauté kanak, dont chacun sait ici les souffrances et les humiliations qu'elle a subies dans son histoire, recouvre une dignité et une légitimité existentielle qui lui sont dues, avec comme horizon l'accession de la Nouvelle-Calédonie à son indépendance. De l'autre, les loyalistes, attachés aux valeurs françaises et à l'accompagnement de l'État, aspirent à évoluer en restant au sein de la République. Cette division est partagée de manière proportionnelle par l'ensemble des différentes communautés vivant sur le Caillou. Les deux premiers référendums en sont le reflet. Par deux fois déjà, les Calédoniens et les Calédoniennes ont prouvé leur capacité à se réinventer en faisant le pari sur l'intelligence collective
au détriment de l'affrontement. Ceci a été symbolisé par la poignée de main historique entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Les Calédoniens seront donc bientôt amenés, une fois encore, à décider de leur avenir institutionnel. Au nom des Français que nous représentons, je veux leur dire combien nous souhaitons qu'ils fassent le choix du dialogue et de la sagesse. Mes chers collègues, la Nouvelle-Calédonie est à l'orée d'une nouvelle période de son histoire. Elle fait cependant face à d'importants défis. En tant qu'île du Pacifique, elle sera aux premières loges des conséquences du réchauffement climatique, comme l'ensemble des Outre-mer menacés par la montée des eaux. Elle doit également composer avec des perspectives économiques moroses. L'économie calédonienne reste dépendante d'un or vert et d'usines non rentables qui n'ont pas tenu leurs promesses de diversification malgré l'intervention de l'État. Nichée au cœur de l'axe Indo-Pacifique sur lequel le président Emmanuel Macron a eu raison de porter un regard attentif, la Nouvelle-Calédonie attise les convoitises. Ses ressources minières et halieutiques aiguisent l'appétit d'influence, dont l'intérêt pour les droits humains et écologiques est bien moins marqué que celui de la France. Comment la Nouvelle-Calédonie compte-t-elle répondre à tous ces défis ? Comment compte-t-elle financer la diversification de son économie ? Comment compte-t-elle assurer le rééquilibrage économique et social ? Comment compte-t-elle résister à la présence croissante d'influences étrangères ? Enfin, quelle sera la stratégie géopolitique de la France dans la région ? Autant de problématiques qui seront au centre des discussions dans les semaines à venir, grâce à l'implication du ministre Lecornu, que je salue. Il est urgent d'échanger sur les conséquences du oui et du non. C'est un impératif absolu. Mais la principale question, mes chers collègues, est la suivante. Quelle est la position de l'État français dans ce débat ? Si l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne se dessinera pas dans les hémicycles métropolitains, il est indispensable que l'État et la représentation nationale prennent toute leur place dans ce débat. En engageant l'avenir des Calédoniens, le gouvernement engage également celui des Français. Je saisis donc l'occasion qui m'est donnée ici pour remercier M. le Président Larcher d'avoir initié cet échange porteur d'espoir. Je salue également au passage mes amis sénateurs calédoniens, M. Pierre Frogier et M. Gérard Poadja. Monsieur le ministre, les Calédoniens sont inquiets. À quelques mois du prochain référendum, aucun accord n'a été trouvé. Aucune assurance n'est donnée aux Calédoniens, qu'ils soient pour ou contre l'indépendance. Pour ma part, j'invite les leaders et dirigeants calédoniens à une concertation collective, à penser de nouvelles perspectives et des garanties rassurant la population dans son ensemble. Le débat calédonien interroge tous les ultramarins, mais également chaque Français. Il soumet à notre réflexion l'évolution des rapports que nous, collectivités ultramarines, pouvons entretenir avec la métropole. Une relation qui se doit d'être apaisée, au sein de laquelle la place et les coutumes de chacun sont respectées. Cette relation doit aussi être pérenne pour lever le voile de l'incertitude et permettre à tous de se projeter vers un destin commun. Elle offre enfin à notre jeunesse les moyens de réussir à relever les nombreux défis qu'elle devra affronter. Cette jeunesse nous écoute à Nouméa, à Koné, à Houé, mais aussi à Mataoutou, à Saint-Denis, Pointe-à-Pitre ou à Papeete. Elle porte nos espoirs, même dans des situations compliquées comme quand elle doit venir étudier en métropole. Mais cette jeunesse n'abandonne pas. Elle nous regarde avec insistance. Aujourd'hui, elle attend, comme tous les Calédoniens, que ses représentants et l'État soient clairs sur l'avenir que nous lui préparons. Pour cela, nous devons dire les choses. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, le gouvernement doit rassurer les Calédoniens et les Français. Les silences de cet horizon incertain poussent chacun dans ses derniers retranchements et creusent le lit d'une inquiétude et d'une colère dont on sait qu'elles seront à l'origine de tragiques événements. Il est de notre responsabilité de faire maintenir le dialogue entre les différentes composantes calédoniennes afin que la dernière consultation aboutisse à un avenir radieux et prometteur pour l'ensemble des Calédoniens.
Malo, Oleti, Maururu, je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Je vais donner la parole maintenant au président Jean-Claude Requier pour le Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 24 septembre 1953, à l'occasion du centenaire de la présence française en Nouvelle-Calédonie, le ministre de la France d'Outre-mer de l'époque, Louis Jacquinot, soulignait que si un siècle plus tard la France adoptait la Nouvelle-Calédonie en y affirmant des droits sur une terre, il savait désormais que ces droits comportaient également des devoirs. C'est à un de ces devoirs que nous sommes d'autant plus confrontés que, pour notre part, nous estimons que la Nouvelle-Calédonie a pleinement sa place dans la République. Car aujourd'hui, l'espoir d'un régime qui se pérennise est de plus en plus proche et qui se poursuit avec la France ou vers l'indépendance. Cela poursuit ce qu'avaient engagé il y a 30 ans Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur et qui doit aller à son terme. Nous le savons, le lien entre la France et la Nouvelle-Calédonie est le fruit d'une histoire coloniale souvent pesante et d'un processus de décolonisation laborieux. Depuis les accords de Nouméa jusqu'au 3e référendum qui pourrait avoir lieu d'ici 2022, nous demeurons à la recherche d'un équilibre avec ce territoire aux antipodes de la métropole. Les enjeux politiques et sociaux y sont particulièrement complexes et justifient pleinement qu'un débat soit consacré à ces questions pour lesquelles chacun doit savoir faire preuve de prudence et de tempérance. D'autant que la recherche d'équilibre se traduit également par des aspects précis et délicats, notamment d'un point de vue juridique. J'aimerais en évoquer un spécifique, celui de l'application en Nouvelle-Calédonie de deux régimes de droit inhérents, si on schématise, à l'existence de deux populations, celle des autonomes kanaks et celle qui résulte du processus colonial. Comme nous le savons, une partie du droit kanak originel poursuit d'être appliquée notamment par le truchement du statut civil coutumier. Et c'est de ce point de vue, la coexistence de systèmes juridiques et nominatifs pose des difficultés concrètes. La loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui a suivi les accords de Nouméa, est bien entendu venue organiser l'articulation des droits coutumiers et du droit commun. Il n'en reste pas moins que ces dispositions ne résolvent pas pleinement les questions pratiques qui se posent aux autorités coutumières. Leur complexité est telle que les quelques articles de notre législation permettent mal aux juridictions de faire face à ce qu'on peut qualifier d'une crise de juridicité de la coutume. Voilà donc l'une des problématiques fondamentales à laquelle se confronte la sortie des accords de Nouméa. En plus des enjeux politiques et institutionnels, le choix de l'indépendance ou du maintien devra aussi tenir compte de cette dimension juridiquement concrète. Quelle que soit la solution retenue, qu'adviendra-t-il du droit commun, du droit coutumier et de ce qui a déjà été acquis dans leur articulation ? Certaines avancées ont déjà pu avoir lieu. Ainsi, le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie a adopté en 2011 une délibération sur le cadre de résolution des conflits en milieu coutumier qui vise à s'appliquer avant que le conflit ne dépasse le terrain coutumier pour gagner le terrain judiciaire et pénal. Il n'y reste néanmoins du chemin à parcourir pour aboutir à un système pérenne qui soit choisi la voie du maintien ou celle de l'indépendance. Par ailleurs, aussi essentielle soit-elle, cette question de l'indépendance tend parfois à mettre un voile sur d'autres difficultés que rencontre la Nouvelle-Calédonie. Je pense par exemple à certaines problématiques matérielles liées aux infrastructures des réseaux routiers qui ont souffert et souffrent toujours du passage de la dépression tropicale Lucas au mois de février dernier. Depuis plusieurs mois, des routes furent barrées ou endommagées, compliquant significativement la vie quotidienne de nos concitoyens. Les services techniques sont débordés et peinent encore à répondre à toutes les demandes. Je n'évoque pas ces questions par goût de l'anecdote, mais parce que cela est susceptible d'affecter la qualité du débat démocratique engagé depuis plusieurs années et qui devrait se poursuivre encore. Je veux souligner d'ailleurs que le Sénat doit prendre toute sa place dans le processus. Nous devons rester mobilisés pour nous prononcer sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie après les échéances que nous connaissons. Au fond, le choix de l'indépendance ou du maintien dans la France ne suffira pas à résoudre cette difficulté structurelle et économique. Les référendums ne réparent pas les routes et les ponts. Se rendre aux urnes ne suffit pas à éteindre les difficultés. Aussi, je conclurai mon intervention par le souhait que la France, tout en respectant l'expression démocratique dans laquelle le gouvernement est pleinement investi, ce dont je me félicite, poursuive son soutien à la Nouvelle-Calédonie afin que cette dernière accède à encore davantage de sérénité tant politique
économique ou social. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole maintenant à Madame la présidente du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, Madame Éliane Assassi. Vous avez la parole, Madame la présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est marquée par des épisodes douloureux, par des tensions qui ont abouti aux événements, comme on dit, des années 80, quasi-guerre civile qui a fait couler le sang entre partisans et opposants à l'indépendance. C'est dans ce contexte de violence qu'ont été signés les accords de Matignon en 88, puis l'accord de Nouméa en 98. À strictement parler, nous arrivons au terme du processus référendaire, puisque les indépendantistes du Congrès ont demandé la tenue du 3e référendum. D'ici octobre 2022, la préparation de ce dernier référendum ne peut se limiter à la seule réponse binaire d'un oui ou d'un non à l'indépendance. Nous respecterons le résultat, car nous sommes particulièrement attachés au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais la réponse, quelle qu'elle soit, ne mettra pas fin aux tensions. Le précédent référendum a été l'occasion d'une campagne très violente entre indépendantistes et loyalistes. Ces derniers ont récemment perdu le contrôle du gouvernement, alors qu'ils y étaient majoritaires depuis 1998. Le dialogue engagé par l'État entre l'ensemble des interlocuteurs est essentiel, car quoi qu'il arrive, ils doivent faire société. Les conflits politiques créent des situations de blocage institutionnel, comme nous le voyons avec la difficulté pour le nouveau gouvernement calédonien d'élire son président. L'avant-référendum implique donc une large campagne d'information et de concertation. D'une part, expliciter à chaque citoyenne et à chaque citoyen calédonien les enjeux liés à ce référendum en matière fiscale, en matière agricole, industrielle, sur la citoyenneté et les questions régaliennes. D'autre part, pour recueillir leur avis. Tout en conservant sa neutralité, l'État a ici un rôle à jouer pour mettre ces informations à disposition. Monsieur le ministre, où en est-on dans les consultations lancées au local ? Selon l'économiste Olivier Sudry, si la Nouvelle-Calédonie était un pays indépendant, elle serait la 2e nation la plus inégalitaire de l'OCDE. L'héritage colonial structure encore la société calédonienne avec des disparités ethniques importantes, malgré la division par 2 des inégalités entre Kanaks et Caldoches en 20 ans. Le taux de pauvreté de la province Nord demeure de 35% contre 9% au Sud. Il va jusqu'à 52% dans les îles Loyauté, où les Kanaks sont encore plus présents que dans le Nord. Les 10% de la population la plus aisée a un niveau de vie 8 fois plus élevé que les 10% les plus modestes. Ces clivages nourrissent la volonté d'indépendance, mais on ne peut affirmer que celle-ci permettrait une réduction des inégalités. Si le oui l'emporte, il nous faudra accompagner les Calédoniens dans leur transition vers l'indépendance et développer la coopération afin de s'assurer que la dépendance actuelle à la métropole ne creuse les inégalités. Si le non l'emporte, de nouveaux outils devront permettre de favoriser un développement égalitaire de l'archipel. L'État n'a pas su préserver les identités des différentes populations qui le composent, ni faire cesser les discriminations raciales ou reconnaître à leur hauteur la place des populations kanaks. Ces lacunes ont créé des incompréhensions et nourrissent des distensions. Le prochain référendum n'y mettra pas fin. La démocratie parlera, nous écouterons le choix des Calédoniens, mais comment voir une destinée commune avec de telles inégalités économiques et sociales ? Le statut juridique n'est pas l'alpha et l'oméga, contrairement à l'objectif de faire fonctionner une société pluriethnique et pluriculturelle. L'Hexagone et la Nouvelle-Calédonie sont liés par une douloureuse histoire. Que l'archipel demeure dans notre République ou à ses côtés, l'État ne peut s'en déresponsabiliser. À cela s'ajoutent des enjeux en termes d'autonomie économique, l'archipel bénéficiant de ressources qui ne sont aujourd'hui pas mises à profit, comme sa faune et sa flore marine. La dépendance à l'industrie du nickel, qui emploie un salarié du privé sur 4, dont 60% d'ouvriers, a montré ses limites, comme l'a prouvé la vente de l'entreprise Val. Des impératifs économiques, mais aussi environnementaux, impliquent une diversification de l'économie calédonienne. Enfin,
des aspects géopolitiques viennent se lier à ces questions, puisque l'archipel est convoité à l'international. Alors, monsieur le ministre, mes chers collègues, monsieur le président, j'aimerais non pas clore, mais ouvrir mon intervention par ces mots de Louise Michel, envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie en 1873 pour avoir été communarde. Elle disait « Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre, et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. » Merci, Madame la Présidente. Je vais donner la parole à notre collègue Gérard Poadja pour le groupe de l'Union centriste. La parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 111, ils étaient 111. 111 Kanaks exhibés lors de l'exposition universelle de 1931 au parc de Vincennes. On les avait exposés à côté des crocodiles parce que les sauvages devaient être à côté des bêtes sauvages. La brochure disait « Venez voir les Kanaks, car c'est une race qui va bientôt disparaître. » Seul, il a pris une balle seul sur la propriété de ses parents. C'est une belle journée de janvier 1985. Il avait 17 ans et la mort a frappé de manière aveugle. Il s'appelait Yves, il s'est appelé James aussi, il s'est appelé tant d'autres encore. 4, ils étaient 4. 4 sous le soleil de Fayaoué, 4 loin de leur terre natale, dans leur brigade, quand le temps s'arrêta. C'était 2 jours avant le premier tour des élections présidentielles de 1988. 2, ils étaient 2. Ils venaient pour la levée de deuil 1 an après. 2 à serrer les mains, à saluer les autorités coutumières et les familles quand ils ont été abattus par un des leurs. Il s'appelait Jean-Marie et Yéyé. C'était un 4 mai. Si je raconte cette histoire, c'est parce que c'est la mienne, celle d'un Kanak originaire de la tribu de Poinda, dont l'aire coutumière Baji Kemuki, en province nord. Si je raconte cette histoire, c'est parce que c'est celle de mon peuple, le peuple calédonien. Si je raconte cette histoire, c'est parce que c'est la nôtre, celle de la France. C'est 170 ans d'une histoire dont nous sommes les héritiers. Et je prononce ces mots avec gravité à la veille d'un double anniversaire hautement symbolique, celui de l'assaut de la grotte de Gossana à Ouvéa et de la signature de l'accord Nouméa. Mes chers collègues, nous n'écrirons pas sur une page blanche. Au moment où le peuple calédonien sera appelé à décider pour la 3e fois en 4 ans si la Nouvelle-Calédonie doit devenir indépendante ou demeurer au sein de la République française. Pourtant, je crois plus que jamais au destin commun entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Un destin commun nourri par une histoire, une langue, une école et des valeurs, mais aussi par 30 ans de souveraineté partagée. Je crois plus que jamais au destin commun du peuple calédonien, un peuple calédonien lié par les sangs mêlés, une culture métissée et des mémoires entrelacées, mais aussi par une gouvernance partagée des institutions du pays entre indépendantistes et non-indépendantistes. C'est parce que ces destins communs sont au cœur de notre histoire que je ne veux pas d'un 3e référendum binaire. Comment une moitié de la population du pays pourrait-elle imposer son choix à l'autre moitié quand on connaît notre histoire? C'est pourquoi nous proposons de substituer à cette 3e consultation un référendum de rassemblement. Construire un référendum de rassemblement, c'est admettre pour les indépendantistes
que l'indépendance n'est pas une baguette magique face aux inégalités, à l'échec scolaire et à la délinquance qui minent notre société. Construire un référendum de rassemblement, c'est accepter pour les non-indépendantistes de revisiter notre lien à la France. Un référendum de rassemblement, c'est conjuguer ce qui nous a jusqu'alors opposés, la souveraineté et la République. Ce sont ces deux essences que nous devrons fusionner pour poser le nouveau poteau central de la grande case du pays. La souveraineté, parce qu'elle est nécessaire en termes de reconnaissance et de dignité pour les indépendantistes après 170 ans d'histoire. La République, parce qu'elle assure le lien entre toutes les communautés du pays, parce qu'elle nous protège en garantissant notre sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières, parce qu'elle nous permet de bénéficier de l'un des niveaux de vie les plus élevés de la région Pacifique. Construire un référendum de rassemblement, c'est conjuguer le oui et le non pour tisser un nouveau consensus sur un avenir partagé, comme lors des accords de Matignon et de Nouméa. Construire un référendum de rassemblement, c'est poursuivre la trajectoire de notre émancipation tout en restant protégé par la France. Le dialogue prochain, sous l'autorité du président de la République, pourrait nous offrir cette opportunité. Soit nous sommes capables de poser les bases de ce référendum de rassemblement et son organisation en septembre 2022 fait sens car elle nous donne le temps de finaliser un projet d'avenir partagé. Soit ces échanges sont infructueux et dans ce cas, autant organiser le troisième référendum dès la fin de l'année 2021 afin d'ouvrir le plus rapidement possible les discussions sur l'après-accord de Nouméa. Mais attention, les discussions après le troisième référendum seront compliquées car il y aura alors un vainqueur électoral et un vaincu. Les concessions réciproques pour construire un consensus sont possibles avant le troisième référendum. Elles seront très difficiles, voire impossibles, après. Et en cas de non, le droit à l'autodétermination devra de toute façon continuer à s'exercer. Jusqu'à quand? Avec quelles conséquences? Sur ce chemin, certains brandissent désormais comme solution la partition du pays ou ses déclinaisons, l'hyperprovincialisation et la différenciation. Cet apartheid géographique nous conduira à effacer 150 ans d'histoire commune, les Kanaks avec les Kanaks et les autres avec les autres. Et croyez-moi, beaucoup de ceux qui aujourd'hui vivent en province nord, d'où je suis originaire, sont radicalement opposés à cette perspective. Notre réalité, c'est un pays un et indivisible dont l'accord de Nouméa a exclu dès l'origine toute partition en fonction des résultats des référendums. Notre réalité aujourd'hui, c'est un pays qui n'a pas de frontières. Le découper, c'est l'amputer, c'est le ghettoiser. Notre avenir, c'est de continuer à conjuguer nos deux rêves pour une même terre et non d'affecter chaque rêve à une terre. C'est pour moi le seul chemin possible pour favoriser l'émergence d'un pays rassemblé, en paix avec lui-même et confiant dans sa destinée. Vive un référendum de rassemblement avec tous les Calédoniens, vive le peuple calédonien et vive la France. Merci, mon cher collègue. Je vais maintenant appeler le président Patrick Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons déjà eu l'occasion de débattre du devenir de la Nouvelle-Calédonie dans des circonstances autrement plus dramatiques. Nous pouvons nous féliciter que ce débat se déroule aujourd'hui dans un contexte de paix civile.
Il constitue l'occasion d'évoquer, et je remercie le groupe LR, le passé, mais surtout l'avenir à l'aube du 3e référendum sur l'indépendance. Le passé, c'est la colonisation, qui a entraîné un traumatisme durable pour la population d'origine, une histoire qui a vu les Kanaks devenir minoritaires dans leur propre pays. La Nouvelle-Calédonie charrie encore la mémoire des révoltes écrasées dans le sang et de luttes parfois instrumentalisées entre les tribus. Malgré ces souffrances indicibles, les Kanaks ont accepté de reconnaître que les femmes et les hommes qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie, qui ont contribué à son développement, qui ont participé à l'effort collectif, ont sans nul doute vocation à participer à la détermination d'un destin commun. C'est ce constat qui figure dans le préambule de l'accord de Nouméa de 1998, un accord dans lequel nous nous inscrivons. Ni nous sans vous, ni vous sans nous. Dans le prolongement et la fidélité aux accords de Matignon de 1988, tous là dans le même bateau. Ces accords, mes chers collègues, ont durablement instauré un esprit de dialogue entre les signataires. On a parlé de miracle à l'époque, à leurs propos, mais ils sont surtout le résultat de la générosité, de l'intelligence, de la détermination d'hommes et de femmes dans un contexte où la violence avait atteint son paroxysme, avec la prise d'otage d'Ouvéa et son issue sanglante. Ce fut l'honneur des gouvernements Rocard et Jospin, mais aussi de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, ainsi que celles et ceux qui s'inscrivent dans leur sillage, d'avoir su entendre les revendications du peuple kanak et les doutes des autres composantes de la société calédonienne. Ils ont prouvé que l'État n'est pas seulement autoritaire et répressif, mais qu'il joue d'abord un rôle de pacification. Tout ce qui a été entrepris depuis en Nouvelle-Calédonie repose sur un idéal de tolérance et de respect de l'autre, qui permet d'envisager le passage d'un destin communautaire et parcellaire à la construction d'un destin commun et partagé. Il s'agit maintenant de rester fidèle à ces principes, de garantir le maintien des conditions de la concorde et de la paix. Mais, parce qu'il y a un mais, l'accord de Nouméa est temporaire. C'est ainsi qu'il a été imaginé, c'est ainsi qu'il a été voulu. L'avenir, c'est le choix des liens nouveaux entre la Nouvelle-Calédonie et la République française. La perspective de l'ultime référendum durcit, cela a été dit, les relations entre les forces politiques. Et quel que soit le résultat, et nous savons qu'il sera d'ores et déjà serré, l'État ne pourra pas se dérober. Il nous revient d'appréhender les conséquences concrètes de tous les scénarios. Et l'État, sans se départir de son impartialité, qui est d'ailleurs garantie par les accords de Matignon, doit s'engager sur la Nouvelle-Calédonie d'après. Ce qui doit primer, c'est d'avoir un cheminement et un processus qui puissent rassembler. L'État devra proposer une solution, il devra dire comment il accompagnera la Nouvelle-Calédonie dans les voies qu'elle pourra choisir. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, la voie du gouvernement doit être plus ferme. Dans ce cadre, nous ne partageons pas ce que suggère notre collègue Pierre Frogier. Celui qui, pourtant, fut l'homme des deux drapeaux, côte à côte. Comment peut-on raisonnablement penser que la solution soit le chacun chez soi? Un drapeau au nord, un drapeau au sud. La différenciation politique que le sénateur Frogier propose rime avec confédération. Et vous pourriez nous dire, monsieur le sénateur, puisque les résultats électoraux confirment scrutin après scrutin que la Nouvelle-Calédonie est une addition de particularismes géographiques et ethniques, alors respectons-les, respectons ces différences, organisons la partition politique. Ce n'est rien d'autre qu'une partition territoriale à laquelle nous ne pouvons pas adhérer. Cette idée de provincialisation consiste en réalité à accroître les prérogatives des provinces. Ce qui est présenté comme une décentralisation est en fait une division stricte du territoire avec des fortunes économiques particulièrement déséquilibrées. Un tel projet est insoutenable, impraticable. Il aiguisera inexorablement l'acrimonie entre les deux camps. Mon groupe n'a pas de certitude, mais il a des convictions. Il se pose comme le garant de l'esprit de Nouméa, en refusant fermement la partition et en rappelant que l'héritage Rocard-Jospin est celui d'hommes et de femmes qui ont compris que tout était à redouter si chacun persistait à s'isoler. Faisons place, mes chers collègues, à une nouvelle imagination. Et pourquoi pas imaginer une solution de dialogue et de compromis qui pourrait être acceptable en préconisant la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un partenariat institutionnel avec la France. Elle impliquerait ensuite l'inscription d'un partenariat dans les constitutions respectives de chaque pays. Il s'agit en quelque sorte d'une formule d'État associé qui a fait ses preuves par ailleurs dans le monde. L'État est un arbitre, mais aussi un partenaire
arbitre parce qu'il doit veiller à l'application des engagements pris, partenaire parce qu'il ne peut pas rester spectateur indifférent, il doit accompagner. Chers collègues, je laisserai donc ce dernier mot à Jean-Marie Tjibaou, homme de paix qui déclarait tranquillement « L'indépendance, c'est la faculté de choisir ses interdépendances ». Je pense que cette phrase pourrait devenir prophétique. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner maintenant la parole à notre collègue Pierre Médevielle pour le groupe Les Indépendants. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les enjeux liés à la Nouvelle-Calédonie me sont chers et familiers, parce que je m'y suis rendu récemment, comme un certain nombre d'entre vous, tout parce que mon frère est installé depuis 30 ans, qu'il a travaillé dans les 3 provinces et qu'il est aujourd'hui responsable de la vaccination Covid pour toute la province sud. Aujourd'hui, je suis inquiet, très inquiet. Nous avons vu quelques semaines après le 2e référendum du 4 octobre dernier, la Nouvelle-Calédonie s'embraser. Nous avons assisté aussi à des scènes proches de la guerre civile sur le dossier de rachat de l'usine Vale du Sud. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes et nous le devons, Monsieur le Ministre, à votre responsabilité en termes de maintien de l'ordre et à la volonté politique des acteurs de sortir par le haut de ce dossier brûlant. Mais je reste néanmoins préoccupé par ce qui peut arriver maintenant. Lors du 2e référendum du 4 octobre dernier, les bureaux de vote ont été pris d'assaut par des militants indépendantistes, drapeaux identitaires kanak à la main, pour au mieux influencer et au pire dissuader, voire menacer certains électeurs loyalistes. Il est clair, au vu des réactions qu'ils ont eues pendant le conflit de l'usine du Sud, que les loyalistes ne vont pas plus subir en silence ces actions hostiles de la part de leurs adversaires. À quoi tout cela va-t-il nous mener? Que se passera-t-il lorsqu'il y aura devant les bureaux de vote des militants de chaque camp qui considéreront qu'ils jouent leur dernière cartouche? Je pense que laisser se tenir un référendum binaire dans la situation actuelle, tel qu'il est prévu dans l'accord de Nouméa, alors qu'on sait que la population est divisée en 2 et qu'on connaît le caractère explosif de la Nouvelle-Calédonie, c'est prendre un risque majeur pour l'avenir et figer de façon mortifère les oppositions ethniques, sociales et politiques. Monsieur le ministre, certains pourraient être tentés de simplement repousser la date du 3e référendum au plus tard, c'est-à-dire en septembre 2022, considérant que les prochains gouvernants traiteront ce sujet et que la Nouvelle-Calédonie ne sera pas dans ce cas un risque majeur pour la campagne électorale. Ce serait une erreur. Si le gouvernement décidait de maintenir la même question que lors des 2 premières consultations et de fixer la date au plus tard, la campagne présidentielle serait de fait instrumentalisée par les 2 camps et le moindre fait divers impliquant une ethnie contre l'autre serait utilisé pour servir sa cause. C'est un risque que vous ne pouvez pas faire prendre à notre pays et à la Nouvelle-Calédonie. Je porte avec certains collègues la conviction qu'une autre voie est possible, qu'à plusieurs reprises, le pari de l'intelligence a été gagné en Nouvelle-Calédonie. En 1988, au moment des accords de Matignon, où un accord improbable a été trouvé en quelques jours grâce à la volonté de Michel Rocard. En 1998, en quelques semaines, parce que les responsables politiques locaux ont considéré que les plaies n'étaient pas suffisamment refermées pour organiser un nouveau référendum. Plus récemment, en mars de cette année, avec cet accord sur l'usine du Sud, auquel plus personne ne croyait. Cette voie, elle existe. Chacun en Nouvelle-Calédonie le sait, puisqu'indépendantistes et loyalistes savent que l'accord de Nouméa leur impose de se retrouver pour examiner la situation créée le lendemain du 3e référendum. Pourquoi attendre que les Calédoniens se déchirent une 3e fois pour rechercher cette solution? Il est de la responsabilité du gouvernement de poser un projet sur la table. Un projet qui maintiendra le lien si particulier que la France a construit depuis près de 2 siècles avec la Nouvelle-Calédonie. Un projet qui reconnaîtra l'identité kanak et les autres identités qui cohabitent en Nouvelle-Calédonie. Un projet qui prendra en compte le fait que les divisions de la Nouvelle-Calédonie sont à la fois géographiques, ethniques et politiques. Les accords de Matignon étaient basés sur un partage du pouvoir entre les 2 légitimités qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Ce partage géographique et politique
a donné 2 provinces sur 3 aux indépendantistes et a permis 10 ans de paix et de développement économique sans précédent. C'est lorsque l'accord de Nouméa a tenté de gommer les différences et de centraliser le pouvoir dans un gouvernement collégial que les choses se sont gâtées. 17 gouvernements en 22 ans, sans commentaire. La raison est simple, les différences sont trop fortes pour être fondues dans une seule institution. La solution passera, j'en suis convaincu, par l'acceptation et l'addition des différences. Mais cette solution, ce n'est pas nous, responsables métropolitains, qui la construirons. Ce sont les responsables politiques calédoniens. Et pour se retrouver, ils ont besoin cette fois encore que le gouvernement prenne l'initiative. Qu'il demande aux indépendantistes ce qu'ils attendent réellement de l'indépendance et aux loyalistes ce qu'ils veulent de la France. Et qu'ils prennent le temps de rapprocher les solutions avec la conviction qu'il ne peut pas échouer. Quand il y a une volonté, il y a toujours un chemin. L'avenir d'un petit bout de la France est entre vos mains, Monsieur le ministre. Les Calédoniens comptent sur vous. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Je vais maintenant donner la parole au président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je suis très heureux que nous ayons ce débat. Ce débat a été demandé par mon groupe. Il porte une double marque et il souhaite adresser un double message. Double marque d'abord, la marque de nos 2 sénateurs calédoniens, mais je veux saluer tout particulièrement l'action de notre collègue Pierre Frogier et ses contributions. La marque aussi de notre président du Sénat, dont chacun sait bien son investissement personnel, au-delà de notre institution, à la résolution de la question calédonienne. Derrière cet attachement de Gérard Larcher, il y a aussi l'attachement jamais démenti de notre institution comme Assemblée des territoires métropolitains, mais aussi territoires ultramarins. Cette double marque, elle se complète d'un double message. D'abord, un message adressé à nos compatriotes de la Nouvelle-Calédonie, pour leur indiquer que leur avenir nous concerne, leur avenir est le nôtre, que je ne conçois pas le destin de la Nouvelle-Calédonie comme un destin différent du destin français. Et l'autre message, il vous est adressé, Monsieur le ministre, et au-delà de votre personne, au gouvernement. Voilà que le processus des accords est en train de s'achever. Le gouvernement va devoir quitter une posture, si j'ose dire, de neutralité, d'arbitrage. Vous devez savoir que l'heure des choix, sans doute, est arrivée. Et avec l'heure des choix, l'heure des décisions. Dans cette décision, évidemment, rien ne sera facile. Nous vous accompagnerons. Parce que cette question, nous n'en faisons pas une question d'ordre partisan. Elle concerne tout notre pays, toutes les bonnes volontés pour trouver une juste issue. Et nous vous aiderons à la trouver. Mais il faudra que le gouvernement prenne ses responsabilités. Vous devez dessiner une perspective. Vous devez faire des choix et prendre des décisions. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave parce que c'est le moment de tous les dangers. Un précédent intervenant a souligné les tensions, le retour d'ailleurs, de la tentation de la violence. On l'a vu au moment du 2e référendum. On l'a vu aussi au moment des discussions autour de l'usine du Sud de nickel. Je salue d'ailleurs votre investissement, l'investissement de l'État, qui montre bien que sans votre engagement, sans l'engagement de l'État, il n'y aura pas de solution en Nouvelle-Calédonie. Et puis, on le voit aussi que ce moment de tous les dangers est arrivé, parce qu'il y a des multiples crises, et je ne parle même pas de la crise sanitaire, qui s'entrecroisent et qui peuvent se potentialiser dangereusement. Une fracture géographique, nord-sud, identitaire, sociale, économique, une fracture aussi institutionnelle. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, les mouvements indépendantistes se sont emparés de l'exécutif et ne parviennent pas à désigner un président pour le gouvernement. Il y a donc une crise institutionnelle. Nous devons regarder les choses en face, 23 ans après les accords de Nouméa, 33 ans après les accords de Matignon. Ce processus de pacification, de réconciliation,
est en train de s'épuiser. Et en s'épuisant, le risque, c'est de créer un grand vide. Et dans ce grand vide, le risque est que de vieux démons peuvent s'y engouffrer. Le démon notamment de la violence. Alors que pouvons-nous faire ? Que pouvons-nous faire pour éviter que, dans ce vide créé par cette situation historique, créé notamment par cet épuisement du processus de ces deux accords, que pouvons-nous faire pour écarter ces vieux démons ? Bien sûr, faire le pari de la démocratie. Le pari de la démocratie, c'est le pari du suffrage. Et sur les 2 premiers référendums, à chaque fois, nos compatriotes néo-calédoniens se sont prononcés. Clairement, ils ont exprimé un choix qui était celui de 2 destins liés. Le destin du Caillou avec celui de la France, de la métropole, sans aucune ambiguïté. Je sais qu'aujourd'hui, depuis le mois d'avril, les groupes indépendantistes ont demandé l'organisation d'un 3e référendum. Et c'est leur droit. Et je ne l'ignore pas. Simplement, je veux poser 2 remarques. La première, c'est que s'il devait y avoir un référendum, on n'attende pas le dernier moment. On n'attende pas l'après-présidentiel. Parce que, Pierre Medvielle le disait il y a quelques instants, ce serait une situation, ou en tout cas un calendrier, propice à toutes les instrumentalisations. Personne n'y a intérêt. S'il devait y avoir un 3e référendum, ça doit être rapidement, dès la rentrée. La deuxième remarque, on le voit bien, pour reprendre d'ailleurs les propos de Pierre Frogier, on voit bien que le référendum n'est pas la solution. Certes, nous devons respecter la démocratie. Certes, la démocratie, c'est celle du suffrage. Le suffrage, c'est la règle du nombre, la règle de l'arithmétique. Mais l'arithmétique ne conduit pas nécessairement à l'unité, à la pacification, parce qu'il y a des effets d'antagonisation, parce que les indépendantistes resteront indépendantistes, parce que les loyalistes resteront loyalistes, et qu'aujourd'hui, on le voit bien, 2 Nouvelle-Calédonie se font face. Alors comment sortir ? Il faut en sortir par le haut. Il faut sortir en inventant un nouveau cadre, un nouveau compromis. Mais ce nouveau compromis, il ne se fera pas sans 3 conditions. La première, c'est cet esprit qui a présidé aux accords, d'abord de Matignon, qui ont été rappelés il y a quelques instants, de Nouméa, un esprit de respect de chacun, de chaque identité culturelle, de chaque histoire, un esprit de réconciliation qui s'est incarné dans cette poignée de main historique d'ailleurs entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, qui s'était aussi incarné ici, là d'où je parle, quand Diku Kwewe avait fait son grand discours, qui avait été ensuite diffusé dans toutes les mairies de France, de métropole. Mais il faudra des hommes et des femmes qui sachent incarner cet esprit, qui soient à la hauteur du dépassement de ces différentes origines, de ces différentes identités. C'est la première condition. La seconde condition, et là je vais être clair, ce sera un nouveau compromis institutionnel. Jamais Pierre Frogier, vous m'entendez bien ? Jamais Pierre Frogier n'a réclamé une partition. Jamais. Nous avons, nous, toujours été contre la partition. Quand Diku Kwewe parlait dans son discours de lutter contre le séparatisme d'ailleurs, c'était bien cela. Et nous qui refusons la partition entre la Nouvelle-Calédonie et la France, nous n'accepterions pas non plus de déplacer les frontières à l'intérieur du Caillou. Simplement, nous ne voulons pas d'une partition, mais nous voulons pousser la provincialisation. Et le grand mérite de Pierre Frogier, c'est qu'il a pris son risque. Il a posé sur la table des propositions, et moi j'attends que chacun fasse des propositions pour sortir de l'ambiguïté, bien évidemment. Et puis, la troisième condition, c'est vous, monsieur le ministre. À travers vous, l'État, parce que si on doit pouvoir trouver un compromis, ce ne sera pas un compromis qui laisse les 2 Nouvelle-Calédonies face à face. L'histoire a montré, et c'est la grande leçon de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, que sans l'État, pas d'accord de Matignon, pas plus d'accord de Nouméa. Vous le savez parfaitement, parce que vous êtes intéressé, vous êtes investi personnellement dans cette histoire douloureuse, je sais que ça a charrié tant de tragédies individuelles et collectives, je le sais au moment où je parle, et vous le savez. Mais l'État doit sortir de sa neutralité. L'État n'est pas un observateur de l'ONU. L'État ne peut pas être un spectateur désengagé.
Et je sais que votre volonté, c'est de vous engager. C'est absolument nécessaire. Et vous trouverez là encore, Monsieur le Président du Sénat, notre Assemblée, quels que soient les groupes partisans, à vos côtés, aux côtés de la construction, Pierre, Gérard Poadja, d'un nouvel avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Désormais, la Nouvelle-Calédonie va devoir écrire une nouvelle page de son histoire. Je souhaite qu'elle l'écrive dans la France, avec la France. Parce que je ne conçois pas la Nouvelle-Calédonie en dehors de la France. Parce que la France ne serait pas totalement la France sans nos compatriotes d'Océanie. Et j'évoquais tout à l'heure ce moment de tous les dangers. Faisons-en, Monsieur le ministre, mes chers collègues, faisons-en le moment de tous les possibles et de tous les espoirs. Pour nous, mais surtout pour tous nos compatriotes néo-calédoniens, quelle que soit leur origine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole maintenant au questeur Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, fidélité. Ce mot est pour nous le mot le plus important. Fidélité, bien sûr, à cette poignée de main. Il y avait tant de raisons pour qu'elle n'eût pas lieu. Fidélité à l'œuvre de Michel Rocard, à l'œuvre de Lionel Jospin et de tous ceux sans lesquels il n'y aurait pas eu les accords de Matignon. Je veux parler des politiques. Je veux parler aussi de tous ceux qui se sont mobilisés dans la société civile, intellectuelle, philosophique et spirituelle pour arriver à cet accord. C'était quelque chose d'improbable, d'impossible presque. Il y avait eu tant de haine. Le sang des victimes n'avait pas séché. Et pourtant, cela a eu lieu. Et quand on me dit aujourd'hui qu'il y a des difficultés, ce qui s'est passé dans la province du Sud à propos du nickel, toutes les difficultés, mais à l'époque où cela a été signé, il y a 33 ans, il y avait beaucoup plus de difficultés. C'était beaucoup plus impossible que ça ne l'est aujourd'hui. Pierre Frogier, nous avons respect pour vous, vraiment. Vous avez le sens du dialogue. Mais nous ne pouvons pas souscrire à ce que vous avez proposé. Cette chose singulière, un accord pour le désaccord, l'oxymore, comme si c'était une sorte, mais vous connaissez tellement mieux que nous ce pays, que je parle avec beaucoup de modestie, soyez-en sûrs. Comme si c'était impossible aujourd'hui et qu'il fallait se résigner. J'ai entendu ce qu'a dit Bruno Retailleau, mais franchement, s'il y a plus de provinces, s'il n'y a plus de congrès et plus de gouvernement, qu'est-ce que c'est? Où va-t-on? En dehors de la séparation, du consentement à cela, qui n'est pas la fidélité à ce qui a été fait par ceux que j'ai évoqués au début. Et je crois qu'il nous faut tout simplement agir dans la loyauté. Ce troisième référendum est prévu, c'est un engagement, il doit avoir lieu. Je ne sais pas, Bruno Retailleau, s'il y aura moins d'instrumentalisation si c'est avant les présidentielles que si c'est après. Vous savez, je fais confiance à tous les instrumentalisateurs pour être toujours présents. Mais il faut que cela ait lieu parce que c'est l'engagement. Et après, nous souhaitons de tout cœur qu'il reste un lien très fort, quoi qu'il arrive. Soit la Calédonie restera dans la France et il y aura plus d'autonomie, sans doute, de nouveaux chemins à tracer. Soit il y aura de toute façon des coopérations très fortes, les indépendantistes eux-mêmes le demandent. Vous savez, j'ai été à l'île des Pins, là où sont enterrées les femmes de la Commune de Paris. C'est vrai.
cependant que Victor Hugo, ici même, plaidait en vain pour l'amnistie qui n'est jamais arrivée de son vivant. Et là, dans cette paix, au milieu de ces statues ancestrales, comment ne pas penser qu'il peut arriver, en effet, dans l'histoire, que le destin ne soit pas la haine, la guerre et la mort, mais que continue de se lever contre les forces du mal des êtres humains qui, 33 ans après, suivent le même chemin. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Je vais maintenant donner la parole au ministre des Outre-mer, Monsieur Sébastien Lecornu. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs. À mon tour de remercier le Sénat et le groupe Les Républicains pour avoir demandé l'organisation de ce débat. Et si le président du Sénat en est d'accord, je commencerai par quelques réflexions peut-être plus personnelles ou intimes, je ne sais pas, mais en tout cas véritablement personnelles, tant effectivement l'implication que je porte à ce dossier, l'affection que je porte pour un certain nombre d'acteurs de ce territoire m'amène à, aussi devant vous à réagir à un certain nombre des propos qui ont été tenus auparavant dans le cadre de cette discussion générale. Et puis bien sûr parce que je suis membre du gouvernement et que je représente l'État, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, vous rendre compte bien légitimement de ce que nous avons souhaité faire, de ce que nous avons accompli ces mois durant sur le dossier dit calédonien et surtout sur ce que nous souhaitons faire dans les temps qui viendront. Je remercie d'autant plus le Sénat parce que ce sera ma première réflexion. Jamais le dossier n'a été dans un moment aussi décisif, le président Kanner l'a rappelé, et jamais il n'a suscité autant d'indifférence à Paris. Je pense qu'il faut le dire, une indifférence globale de toutes les élites, des médias, des différentes formations politiques, quelles qu'elles soient. Je vous parle avec liberté. Il faut que malheureusement les tensions apparaissent en Nouvelle-Calédonie comme nous l'avons connu sur le dossier de l'usine du Sud pour que de nouveau la Nouvelle-Calédonie fasse sa réapparition dans le débat public national ou en tout cas parisien. Et je remercie le Sénat de prendre ce temps cet après-midi de réflexion et d'échange pour poser aussi la pensée. Et je crois que l'ensemble des interventions, même si on voit déjà que certaines choses ne se conjuguent pas peut-être en tout point, c'est le moins que l'on puisse dire, mais vient nourrir un débat de qualité sur un dossier qui le mérite et sur lequel nous devons nous impliquer effectivement loin de toute tendance partisane, me semble-t-il, puisqu'il s'agit de la parole aussi de la France sur ce dossier et sa parole historique. Justement, dans cette Océanie compliquée, je pense qu'il faut bien se garder d'y arriver avec des idées simples, parce que les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Et au fond, la première des choses, en entendant les différents orateurs, et en écoutant à la fois, si vous me permettez, les présidents Kanner, la présidente Assassi et le président Retailleau, je pense aussi que nous, les responsables politiques nationaux, nous sommes à un moment du dossier où on doit se poser aussi toutes les bonnes questions. C'est quoi un processus de décolonisation encadré par les Nations Unies, dans lequel la France, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, quel est ce processus et quel est son avenir? C'est une question auquel on sera amené à répondre. C'est une question sur laquelle le Sénat de la République sera amené à un moment donné à se prononcer. Ça a été dit par les deux orateurs du groupe socialiste. Pareil du côté des loyalistes. Moi, je me garde bien de regarder l'histoire de ce dossier, mais dans le yak à faucon, il faut regarder aussi ce qui a été fait ces 20 dernières années, dans les différentes révisions constitutionnelles, qui ont quand même, on le disait avec le ministre Alain Richard hier, dans un autre cercle, a quand même suscité des créations pour le moins originales dans le droit constitutionnel français. Le président Retailleau, d'ailleurs, lui-même avait voté contre sur une des révisions constitutionnelles. Parce qu'au fond, et je le dis peut-être davantage vers ceux qui appellent à ce que l'on s'engage pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans la République, jusqu'à quel point, et c'est une question ouverte que je pose ici devant le Sénat de la République, jusqu'où faut-il aussi adapter le droit et le modèle républicain pour que la Nouvelle-Calédonie reste française? C'est une question que Pierre Frogy a souvent d'ailleurs posée dans des assemblées plus locales en Nouvelle-Calédonie. Et ça,
C'est une question qui nous est posée à nous, alors le législateur dans la Chambre haute, à l'Assemblée nationale, au gouvernement. Dire qu'il faut que ça reste français, la belle affaire. Jusqu'à quel point faut-il aller dans cette adaptation pour que cela reste français ? On parle de séparatisme, double citoyenneté, gel du corps électoral, discrimination aujourd'hui reconnue par notre bloc de constitutionnalité, discrimination sur l'emploi, tout cela est souvent méconnu. Évidemment, cela tranche beaucoup avec d'autres débats plus récents que vous avez pu avoir dans cet hémicycle. Donc c'est une réflexion que je livre, mais nous ne ferons pas l'économie de ce débat. Le législateur français ne fera pas l'économie de ce double débat. Disons-nous-le clairement, là aussi, dans cette Océanie compliquée, il ne faudra pas venir avec des idées simples. La deuxième intuition, ou sentiment que j'ai depuis que je suis investi dans ce dossier en tant que ministre des Outre-mer en tout cas, c'est qu'il ne faut pas enfermer la Nouvelle-Calédonie dans son passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le travail de mémoire. Gérard Podja a démarré son propos avec des mots très forts, mais je me méfie beaucoup de celles et ceux qui agitent le spectre des années 80 comme un programme, parce que ce n'est pas du tout ce qui se passe. L'histoire est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que cela. Je pourrais évidemment développer plus avant ce propos, mais je n'en ai pas le temps. Mais en tout cas, le monde a changé. Et pour avoir passé 3 semaines avec vous, messieurs les sénateurs de la Nouvelle-Calédonie, j'ai trouvé la Nouvelle-Calédonie déjà changée depuis mon premier déplacement il y a maintenant quelques années. Et puis, est-ce que la Nouvelle-Calédonie est dans la même situation qu'en 1998 et en 1988 ? La réponse est non. Est-ce que le cours du nickel est le même aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque ? Promesse essentielle d'un certain développement ? La réponse est non. Est-ce que l'organisation géographique de l'Océanie, y compris avec le grand voisin chinois dans cet Indo-Pacifique, a bouleversé le rapport de tous ces États de l'Océanie ? C'est une évidence, il faut le voir. La question du réchauffement climatique, autant de questions qui font que le dossier, comme on dit si bien, ce dossier calédonien, il n'est plus tout à fait quand même dans les mêmes circonstances et dans le même parfum, la même eau qu'en 1988, en 1998. Je lis le journal, quand je vois des coutumiers qui bloquent une réunion politique du FLNKS, il faut méconnaître le dossier pour ne pas comprendre aujourd'hui que la coutume et les coutumiers, autorité reconnue dans la République, prend un rôle et prend désormais une surface, je le dis de manière prudente, différente dans le dossier. Donc, ne regardons pas ce dossier avec le seul rétroviseur. Si je devais moi aussi allonger la liste des conditions pour réussir tous ensemble les enjeux autour de la Nouvelle-Calédonie, il nous faut partager les contraintes et en partager évidemment les différents éléments qui font que tout cela change beaucoup et change très vite. Alors, j'ai été nommé au mois de juillet dernier. Il me revient de vous rendre compte déjà ce que nous avons cherché à faire depuis le mois de juillet. Et les 2 sénateurs ont déjà eu l'occasion évidemment de me contrôler sur place, si j'ose dire, dans ce que nous avons souhaité faire. Et c'est pour moi l'occasion de revenir sur les différentes prises de parole qui m'ont précédé. Il fallait déjà organiser convenablement ce 2e référendum. Le ministre Sueur a raison de rappeler qu'il y a un accord et que l'État est signataire de cet accord et que l'État doit tenir sa parole. Après, une initiative politique peut toujours émerger, mais jusqu'à preuve du contraire, il y a un droit positif avec une parole donnée et que ce premier référendum devait être organisé, il a été organisé par le gouvernement d'Édouard Philippe, que le 2e référendum devait être organisé au mois d'octobre dernier, il a été également organisé dans des conditions qui sont inévitablement difficiles. Difficiles déjà parce que chaque référendum qui passe crée une tension évidemment nouvelle, ça a été dit. Difficile aussi parce que Gérard Podja et Pierre Frogier portent pour la première fois un masque, puisque la Nouvelle-Calédonie a été Covid-free, comme on dit si bien en mauvais français, l'a été à l'exception d'un mois de confinement, et a créé aussi une relation particulière avec l'Hexagone, où nous étions dans des confinements successifs, et la Nouvelle-Calédonie dans une situation sanitaire complètement différente. Et puis bien sûr, un niveau de tension qui a monté, ça a été rappelé par le sénateur Pierre Medviel, évidemment sur un certain nombre d'incidents que nous avons connus devant les bureaux de vote et sur lesquels, lors de mon déplacement en Nouvelle-Calédonie, j'ai moi-même saisi l'autorité judiciaire et le parquet de Nouméa, et une enquête judiciaire est toujours en cours, donc je tiens à l'indiquer ici devant le Sénat. Parce que
dans ce que nous avons cherché à faire, et je le dis parce que plus personne ne le dit, il y a le retour de l'état de droit. Cet état de droit dans lequel, au fond, on finit par oublier que la Nouvelle-Calédonie, jusqu'à preuve du contraire, c'est la République, et dans lequel les lois de la République que vous votez, mesdames, messieurs les sénateurs, ont vocation à s'appliquer, y compris sur les libertés de circulation, y compris sur le fait qu'on ne peut pas porter atteinte à la sincérité du suffrage. Et moi, je tiens à rendre hommage aux forces de l'ordre qui se sont particulièrement exposées, comme rarement, mesdames, messieurs les sénateurs, des forces de l'ordre de notre République se sont exposées sur le dossier de reprise dit de l'usine du Sud, sur lequel des gendarmes, à peu de choses près, ont failli perdre la vie. Et donc je pense que là aussi, on attend souvent le gouvernement, mesdames, messieurs les sénateurs, sur une réponse de fermeté. Cette réponse de fermeté, elle est là. Moyennant quoi, il ne faudrait pas grand-chose pour que la justice et l'autorité judiciaire de notre République soient de nouveau regardées comme une justice coloniale. Je cite là aussi ce que je peux lire dans les gazettes. Je pense aussi que pour faire société, il faut aussi qu'on soutienne les pouvoirs constitués, en tout cas l'autorité judiciaire constituée sur le Caillou, et sur lequel on doit réaffirmer l'état de droit, parce que ça fait partie de nos priorités, que parfois, peut-être, une forme de laxisme ou de laisser-aller a pu malheureusement être constatée, et je crois que là aussi, il fallait le redire devant vous. Évidemment, j'ai aussi cherché à reprendre un dialogue multilatéral. Ça a été dit, l'histoire politique de ce dossier est une histoire à trois. Cela reste, au fond, une relation à trois dans laquelle, quand l'État disparaît, il se trouve que les différents acteurs politiques ont plus de mal pour échanger. Et ce fameux format Le Prédour, qui au fond est un format de circonstance, mais une circonstance symbolique, fait qu'au mois d'octobre, j'ai réussi à remettre autour de la table un certain nombre d'acteurs politiques qui ne s'étaient pas adressé la parole pratiquement depuis 1 an ou 1 an et demi pour échanger sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Cela dépasse largement le ministre des Outre-mer. Ça pose la question, et Bruno Retailleau l'a dit, du rôle de l'État en Nouvelle-Calédonie. Parce que dans un processus de décolonisation, lorsqu'il y a ce dossier de reprise de l'usine du Sud, il ne faut pas s'étonner de voir, par exemple, des demandes de nationalisation de cette usine. C'est-à-dire, en clair, là où on veut que l'État se retire du Caillou, on en appelle à l'État pour venir prendre possession complètement d'un outil de production. Tout cela dit quelque chose de la complexité et du regard que l'on a vis-à-vis de l'État. Le président Gontard, tout à l'heure, a parlé de protection de l'environnement. Vous avez toute une jeunesse calédonienne aujourd'hui, partisans du oui comme partisans du non, kanak ou non kanak, qui nous explique que le parc marin de la mer de Corail fait notre fierté, qu'on doit protéger le récif corallien et que c'est quelque chose de suffisamment important pour que l'État s'en occupe, contrariant ici même la répartition des compétences entre la République et les institutions calédoniennes. Donc la notion même d'ailleurs de régalien est une notion qui est complètement réinterrogée en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Et puis, bien sûr, ce dialogue multilatéral, il a été rompu par, en tout cas, oui, il faut le dire, nous avons perdu du temps parce que ce dossier de reprise de l'usine du Sud s'est invité dans le débat calédonien. La réalité, c'est que on a beaucoup parlé de l'accord de Nouméa. Il y a eu un préalable à l'accord de Nouméa, c'était l'accord de Bercy. Et c'était bien sûr, et Pierre Frogier le connaît, cet accord, c'était bien sûr une réflexion opérationnelle, on va dire ça comme ça, poussée sur la ressource minière et sur la question du nickel. Et d'ailleurs, si je puis me permettre de m'étonner devant vous, avec bienveillance, l'intitulé de ce débat, c'était l'avenir institutionnel, économique et social de la Nouvelle-Calédonie. On n'a pratiquement pas parlé du nickel. Et je le dis, les cours du nickel ou la promesse du nickel de 88 ou de 98 n'est absolument plus du tout celle de 2021. Mais alors, plus du tout. On a parlé de l'usine du Sud. Permettez-moi de dire devant le Sénat que l'usine, la SLN de Nouméa, dont, comme vous le savez, l'État est actionnaire par Eramet, ça intéresse directement la représentation nationale, est confrontée à des enjeux qui sont tout à fait redoutables pour l'avenir du site, l'avenir de ses employés, des familles de ses employés. L'usine du Nord, massif de Cognonbo, cette usine du Nord est aussi confrontée dans cette province du Nord à des difficultés qui peuvent être redoutables éventuellement dans les mois qui viendront. Donc, ne nous payons pas de mots.
À la question institutionnelle, je serai un partenaire évidemment engagé, mais je répondrai bien souvent sur le champ économique, et la présidente Assassi l'a fait aussi, sur le champ social. Parce que derrière, il y a des populations à qui on parle du oui et du non, mais sur lesquelles il y a des attentes qui sont celles qu'on peut connaître dans nos propres territoires. L'accès à la santé, la violence faite aux femmes, sur lesquelles les chiffres en Nouvelle-Calédonie ne sont pas glorieux, l'accès à l'éducation, l'accès à la formation, la protection de l'environnement. Il ne faudrait pas que depuis Paris, on ne traite que de la question institutionnelle, parce qu'on créerait un biais avec nos concitoyens qui, eux, dans leur vie quotidienne, se posent des questions aussi sur la reprise des vols internationaux, sur le déconfinement de l'économie touristique. Enfin, tous ces sujets méritent évidemment d'être traités. Je pourrais, le cas échéant, bien sûr, y revenir devant le Sénat si vous le souhaitez. Alors, pour quand même parler d'institutionnel, parce que c'est évidemment aussi ce qui nous réunit, le 3e référendum est demandé. Je l'ai dit, je le redis. Quand on est gaulliste, on est attentif à la parole de l'État, je le crois. Donc, former le vœu que quelque chose d'autre puisse exister, c'est une initiative politique, mais soyons bien précis dans ce que nous disons. Cela ne peut pas écraser la parole donnée, que d'ailleurs le législateur a donnée par les révisions constitutionnelles. Vous me permettrez aussi, et ce n'est pas une coquetterie dans ma bouche, de revenir sur cette distinction propre à nos institutions entre l'État et le gouvernement. L'État est neutre. Le gouvernement peut ne pas l'être. L'État organise le scrutin, comme il organise les élections sénatoriales et les élections municipales. On ne va pas demander au commissaire à Nouméa de commencer à faire campagne pour le oui et pour le non. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention dans les mots que nous employons. Est-ce que des parlementaires, des formations politiques, des ministres peuvent témoigner une préférence ou parler d'un avenir politique en Nouvelle-Calédonie? La réponse est oui, naturellement, et 1000 fois oui. Est-ce que l'État, dans ses fondamentaux, lui, doit sortir de la posture de neutralité, qui posture, alors le mot est un mauvais mot, parce qu'il est écrit dans l'accord de Nouméa, qu'un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, ont ratifié par votre vote dans la loi constitutionnelle. Donc on ne peut pas demander, j'étais un peu surpris parfois, notamment lors des séances de questions au gouvernement, du jour au lendemain, de demander à l'État de sortir de sa neutralité. Non, est-ce que le gouvernement de la République peut s'engager davantage ou peut dire des choses? La réponse est oui. Et ça, je l'ai dit d'ailleurs sur place. Mais quand Jean Castex, Premier ministre, en répondant à une question au gouvernement de Philippe Bas, ici même dans cet hémicycle, a témoigné à titre personnel de sa préférence, personne ne l'a relevé. Pourtant, le chef du gouvernement a déjà indiqué une préférence. Et je vous renvoie au discours du président de la République au théâtre de Nouméa lors de sa visite présidentielle, sur lequel le chef de l'État, pour le coup, plus que le gouvernement, chef de l'exécutif, a indiqué très clairement une préférence. Le vrai sujet, il est autrement plus redoutable, c'est pourquoi l'écart entre le oui et le non est un écart aussi réduit. Alors si vous pensez que votre serviteur, en faisant campagne, peut changer de manière aussi importante les choses, vous me prêtez bien trop de pouvoir. Et puis on n'attend pas de nous autres depuis Paris de faire campagne. La campagne, elle se noue sur le terrain. En tout cas, je pense qu'on peut, et je vais y venir, essayer de sortir de ce binaire, mais la parole donnée de l'État, des deux chambres, dans le cadre de la révision constitutionnelle, sur le fait que l'accord de Nouméa doit aller jusqu'à son terme, est une parole qui a été donnée et que nous ne pouvons pas retirer. Mais chemin faisant, et c'est un dossier dans lequel il faut être subtil, me semble-t-il, l'accord de Nouméa arrive à son terme. Et ça a été dit par certains orateurs. Est-ce que le moment est venu de commencer à mettre plein d'idées sur la table pour réfléchir? Je crois que c'est le président Caner d'ailleurs qui l'a dit. C'est compatible d'emmener l'accord de Nouméa jusqu'à son terme tout en mettant en même temps sur la table des propositions de réflexion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'on va chercher à faire, notamment avec cette invitation pour les forces politiques calédoniennes à venir à la fin du mois de mai, non seulement à la rencontre du gouvernement, mais aussi des parlementaires, parce que vous connaissez, ça a été rappelé par le président du groupe LR, l'attachement personnel du président du Sénat à ce dossier, dans lequel il a des relations, je me permets de parler en son nom, s'il me le permet 30 secondes, mais des relations riches, autant avec des partisans du non qu'avec des partisans du oui. Et souvent, je dis à mes interlocuteurs que la parole du gouvernement n'a de sens que si on emmène également tout le Parlement,
parce que des questions aussi redoutables que la citoyenneté ou la nationalité, autant que le gouvernement peut toujours avoir une opinion, autant que de toute façon, ça sera le Parlement qui devra décider in fine. Et on l'a bien vu avec les révisions constitutionnelles des années, fin des années 90 et années 2000, que tout cela n'était pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, il suffit de regarder le vote du groupe Les Républicains à l'époque, où je n'étais pas là, mais je m'en souviens quand même, malgré tout. Il n'y avait pas d'évidence sur la question du corps électoral. Et un certain nombre de sénateurs se sont opposés à la révision proposée par le président Nicolas Sarkozy, là où d'autres sénateurs l'ont accepté. Donc je crois que cette humilité nous traverse sur ce dossier, parce qu'elle doit nous conduire à casser les problèmes en petits morceaux et à avancer avec méthode. La méthode que je vous propose, et que j'ai proposée aux formations politiques calédoniennes, pour essayer de sortir un peu d'un binaire oui-non, c'est prioritairement de travailler sur le oui et le non. J'ai l'âge de mes artères et, au fond, je m'étonne quand même que, depuis maintenant 25 ans, on traite et on débatte en comité des signataires de quelles questions il faut poser au référendum, 20 ans. Quand est-ce qu'il faut poser cette question, pendant 20 ans? À qui faut-il la poser, le corps électoral? Et figurez-vous qu'à aucun moment, pendant ces 20 ans, donc là ça emmène plusieurs gouvernements de sensibilités politiques très différentes, on a travaillé sur le oui ou sur le non. Donc on a laissé dire au oui un certain nombre de choses, et on a laissé dire au non un certain nombre d'autres choses. Et quand j'ai été nommé rue Oudinot, naïvement, j'ai posé la question, mais il y a forcément un dossier quelque part dans la République et dans les services de l'État qui vient quand même nous instruire et nous dire ce qui se passe en cas d'indépendance, et le cas échéant, et c'est d'ailleurs peut-être juridiquement encore plus compliqué, qu'est-ce qui se passe en cas de troisième non? Jamais personne n'avait imaginé qu'il fallait à ce point travailler sur le oui, sur le non. Parce qu'à force d'imaginer que cet accord de Nouméa était un accord qui donnait du temps, et de la vertu de donner du temps au travers de perdre du temps ou de vouloir en gagner, au sens mauvais du terme, nous sommes tombés dans ce travers. Le travail du oui et du non, j'y crois beaucoup. Nous allons mettre sur la table un premier document que nous allons envoyer et adresser aux formations politiques calédoniennes avant leur arrivée à Paris à la fin du mois de mai. Ce document, Monsieur le Président du Sénat, évidemment, je le transmettrai aux deux assemblées parlementaires, parce que je pense qu'il faut que ce travail soit un travail de co-construction et de partage très en amont. Il donnera les effets intangibles du oui, comme les effets intangibles du non. Ces effets qui font que peu importe qui est ministre des Outre-mer, qui est président de la République, qui a la majorité à l'Assemblée ou au Sénat, c'est intangible. Le oui emporte un certain nombre de conséquences. Cette chose doit être dite et écrite, parce qu'on ne connaît pas non plus beaucoup de consultations référendaires dans lesquelles on entretient un flou aussi important sur une question aussi stratégique. Il faut le dire. Pour le oui, certains effets seront redoutables et spectaculaires, pouvant d'ailleurs entraîner aussi un choc de confiance dans l'économie calédonienne, sur les questions financières, sur les questions monétaires, sur les questions bancaires. On rentre dans le dur. Et donc il faudra assumer aussi collectivement ce que veut dire de mettre sur la table ces implications du oui et ces implications du non. Et puis ensuite, lorsque les acteurs calédoniens seront à Paris, on mettra un deuxième document sur la table. Ce sont les implications du oui, les implications du non, mais qui font l'objet d'une négociation. Parce que pour réfléchir au jour d'après, encore faut-il déjà se mettre dans les conditions du jour d'après. Pierre Medvedev l'a rappelé, il y a cette jolie formule assez angoissante à certains égards dans l'accord de Nouméa qui dit « les différentes parties se réuniront pour examiner les effets ainsi créés ». C'est un peu vague pour expliquer aux forces de sécurité intérieure, à l'autorité judiciaire, à l'administration pénitentiaire, ce qui va se passer le jour d'après en cas d'indépendance. On doit donc commencer à discuter très sérieusement du oui. Alors certains diront, en faisant ce travail, vous préparez l'indépendance, c'est le début de la capitulation, parce que je l'ai entendu localement, vous êtes en train de faire le brouillon, alors après chacun y va, les accords d'Évian, enfin chacun a sa référence. Non, moi je vous retourne les choses. On est à la fin de l'accord de Nouméa, je ne peux pas, en tant que ministre des Outre-mer, signer le décret portant convocation des électeurs sans expliquer à ces électeurs ce que veulent vraiment dire le oui, ce que veut vraiment dire le non. Est-ce que ça écrase pour autant une discussion politique qu'on doit avoir à Paris sur le volet négociable de ce oui et de ce non?
ça dépendra des différentes formations politiques. Est-ce qu'une monnaie d'une Kanaky indépendante a vocation à s'adosser sur l'euro? Le principe, non. Est-ce que ça peut faire l'objet d'une négociation plus globale? Peut-être. C'est aussi simple que ça, c'est une mécanique qui est redoutablement complexe. Je vois le président de la Commission des Affaires étrangères. Tout ça a aussi des implications importantes dans la zone. Alors, cela va nous amener à 4 questions plus complexes. Qu'est-ce que l'indépendance en 2021? Est-ce que l'indépendance de 2021, c'est celle qu'évoque et promeut Jean-Marie Djibaou dans les années 80? C'est une vraie question. Pierre Frogier l'a dit dans son propos. Quelle est la définition de la pleine souveraineté? Alors, on en a une, c'est celle que le droit international nous donne, mais quand on discute avec les formations politiques indépendantistes, on s'aperçoit que la notion de pleine souveraineté n'est pas forcément toujours dans la même acceptation et la même définition des uns et des autres. C'est là où il faut prendre le temps de discuter avec notamment l'Union calédonienne d'un côté et l'UNI ou le PALICA de l'autre, sur lequel des sensibilités s'expriment dans la relation à la France. Et la troisième question, c'est évidemment, c'est quoi la relation que l'on veut avec la République? Et le président de la République, il a quand même dit des choses fortes. Quand au théâtre de Nouméa, il parle de ces nouvelles routes de la soie qui peut emmener vers un nouvel impérialisme dans le Pacifique, dit devant les commissaires aux affaires étrangères, c'est quand même mettre aussi l'enjeu là où il se trouve en ce moment. Et donc c'est quoi cette relation avec la France? Parfois vous avez des indépendantistes qui vous parlent de la mère patrie ou du sang versé dans des grands conflits, notamment pour la Seconde Guerre mondiale, tandis que certains loyalistes m'ont dit sur place, tu sais Sébastien, c'est avant tout un passeport. Attention, mon propos ne doit pas être caricaturé, ce n'est pas la majorité du genre. Je dis juste que tout cela est beaucoup plus nuancé et que cela mérite évidemment d'être travaillé. Puis enfin, qu'est-ce qu'être français en 2021? Alors la question, elle traumatise beaucoup de jeunes en Nouvelle-Calédonie. Enfin, si on pousse la porte d'un collège de Vernon dans l'Eure et qu'on pose la question à ces collégiens, c'est quoi être français en 2021? J'ai bien peur aussi que la question soit tout aussi redoutable. Donc, ces sujets doivent être abordés avec beaucoup de patience et beaucoup de temps. Vous avez tous noté que si des accords ont été permis et possibles en 88 et en 98, c'est parce que l'État était là. De ce que j'ai cru comprendre des différents protagonistes, c'est aussi parce que nous avons su faire preuve à l'époque de tempérance, d'écoute, de dialogue et de compréhension sur les aspirations les plus profondes des différentes parties. Il faut donc remettre le dossier dans son contexte international. Je l'ai dit sur l'Indo-Pacifique, je le rappelle et je le renote sur le processus de décolonisation, et voilà un sujet qui peut intéresser la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Nous sommes membres des Nations Unies, c'est un processus encadré par le C24. Ces sujets ne sont pas sans incidence sur d'autres territoires de la République, ultramarins ou non, dans lequel, là aussi, je pense qu'il faudra à un moment donné éclairer sur les implications. Si le non l'emporte une troisième fois, est-ce que le processus d'autodétermination s'éteint pour autant? Ça a été dit par certains, et d'ailleurs de l'avis de l'État, la réponse est non. Le troisième non n'emporte pas pour autant la fin de l'autodétermination, en tout cas du droit à l'autodétermination. Donc voilà un sujet là aussi complexe qui méritera d'être largement traité et documenté. Les questions économiques et sociales, je n'y reviens pas. Je note quand même que le gouvernement vous proposera en loi de finances l'inscription d'une somme de 82 millions d'euros pour aller en soutien aux finances de la Nouvelle-Calédonie, du gouvernement calédonien. Ce sont des dépenses qui sont essentiellement explicables par évidemment la crise Covid, parce que pour que ces territoires puissent être exempts de Covid, un certain nombre de fermetures de frontières, de quatorzaines ont été mises en place et ont particulièrement impacté les finances calédoniennes. Mais enfin, les parlementaires d'ailleurs se sont mobilisés sur le sujet, qu'ils en soient remerciés. Enfin, dans un processus de décolonisation, que l'État abonde de 82 millions d'euros le gouvernement autonome en grande partie de la Nouvelle-Calédonie, ça dit aussi quelque chose du moment dans lequel nous sommes dans ce dossier. En tout cas, il faudra le redire. Les vaccins, pardon, mais un certain nombre d'entre vous m'ont interpellé ou interpellé Olivier Véran lors des questions au gouvernement sur le sujet. La Nouvelle-Calédonie, à aucun moment, n'a manqué de vaccins. La solidarité nationale, elle s'est là aussi largement exprimée, avec des choix
importants qui ont été faits et sur lesquels parfois on a oublié de rappeler que lorsqu'il y a un coup dur, la République est là. C'est quand même aussi une réalité, et puisque, oui, heureusement, mais regardons l'histoire, regardons ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Puisqu'on dit qu'il faut s'engager, l'engagement du gouvernement, ça ne peut pas être que des paroles, ce sont aussi des actes. C'est dans les coups durs aussi qu'on arrive à mesurer la fraternité républicaine. En tout cas, nous l'avons fait. Alors bien sûr, et j'en terminerai peut-être par là, par 3 points rapides, il y a la question du calendrier. Ça a été dit par Bruno Retailleau. Les accords sont clairs. Un 3e référendum peut être demandé 6 mois après le second. Il a été demandé. Il doit avoir lieu dans un délai de 2 ans maximum après le second, ce qui nous emmène donc au mois d'octobre 2022. Cette décision, elle en revient au pouvoir réglementaire sous forme de décret portant convocation des électeurs. Donc c'est donc le gouvernement qui doit prendre cette décision. J'attends beaucoup de la rencontre que nous allons avoir à la fin du mois de mai. J'essaie d'être cohérent et sans langue de bois, Monsieur le Président Retailleau. D'un côté, je vois des indépendantistes qui le demandent très vite, ce 3e référendum. N'oubliez pas qu'ils ont la faculté de le demander dans toute cette période. C'est-à-dire qu'ils auraient pu le demander plus tard, comme d'ailleurs, ce qui n'est pas interdit est autorisé, peuvent retirer la demande de référendum maintenant et pourquoi pas la réintroduire dans 3 ou 4 ou 6 mois. Ils en ont parfaitement le droit. Première lecture, s'il a été demandé aussi vite, c'est que sûrement les indépendantistes ont envie qu'il ait lieu vite. En tout cas, c'est une lecture normande des choses, simple, mais je crois efficace. Bon. En tout cas, nous, les services de l'État, pour le coup, nous nous tenons prêts à pouvoir l'organiser autant cette fin d'année 2021 qu'à la fin de l'année 2022. Techniquement, nous nous tenons prêts à pouvoir l'organiser dans les 2 cas. Ça va beaucoup dépendre, évidemment, des échanges politiques à la fin du mois. Ça va aussi dépendre de notre capacité collective à éclairer le oui et le non. Je ne saurais pas assumer un référendum précipité dans lequel on n'est pas forcément éclairé les implications du oui et du non. Donc tout ça va dépendre essentiellement de la discussion politique que nous allons avoir. Et moi, je pense que tout le monde viendra à Paris. En tout cas, nous serons là. Si je dois rester seul, je resterai seul, mais la main est tendue et nous devons avancer sur ce dossier. L'accord, lui, arrive à son terme et personne ne comprendrait que nous ayons laissé filer les choses et que nous nous soyons désintéressés de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est notre engagement. La deuxième des choses, parce que ça n'a pas été cité, c'est le travail essentiel que nous avons fait vis-à-vis de la société civile. Alors je sais que parfois ces choses-là sont caricaturées, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire particulièrement jeune, dans lequel la prise de parole d'un certain nombre n'est pas forcément chose aisée ou chose facile, et sur lequel nous avons fait un travail important. Et parce que aussi, il y a cette affaire du corps électoral, ce n'est pas parce qu'on n'est pas inscrit sur les listes électorales qu'on n'a rien à dire. Et ce travail sur la société civile, c'était aussi pour nous le moment dans lequel celles et ceux, aussi d'ailleurs les corps intermédiaires, l'université, le patronat, les syndicats, ont pu s'emparer à un moment donné de ces questions en disant « mais qu'est-ce que nous on souhaite faire ?» Et je le dis pour notre sénateur de Wallis et de Futuna, c'est aussi une démarche dans laquelle les Wallisiens et les Futuniens se sont largement engagés, parce que souvent ils ont été les oubliés dans la question calédonienne. Et voilà le 3e territoire, un autre territoire français du Pacifique, sur lequel on doit aussi s'intéresser aux communautés évidemment wallisiennes et futuniennes qui sont présentes à Nouméa. Donc ce travail de la société civile, un rendu sera fait dans les jours qui viendront. Je le communiquerai là aussi aux 2 assemblées parlementaires parce qu'il constituera une base de réflexion et d'échange sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Puis enfin, bien sûr, il y a la proposition de Pierre Frogier. Alors, je vais parler là aussi avec beaucoup de franchise. Déjà, merci parce que bien heureux celles et ceux qui prennent des risques dans ce dossier. La critique est facile, l'art est difficile, j'en sais quelque chose. Et beaucoup de gens nous expliquent qu'il n'y a qu'à Faucon, mais il y a peu de gens qui se mettent derrière un clavier ou qui prennent un stylo et qui posent des idées par écrit. Vous avez le dos large, monsieur le sénateur. Vous êtes
expérimenté et vous avez l'habitude de la vie politique calédonienne. De la vie de chacun, le double drapeau, les deux drapeaux, constituent une avancée majeure et va dans le sens de cet esprit de l'accord de Nouméa que vous avez signé, sur lequel vous avez rappelé à la tribune les limites liées au contexte que moi-même j'ai rappelé. Mais ces deux drapeaux ont fait l'objet d'une caricature qui me semble injuste et déplacée. Je tenais à le dire ici, à la tribune du Sénat. Votre proposition, il faut la mettre sur la table maintenant. Alors déjà, elle fait réagir, parce qu'entre les différents groupes politiques, il se dit des choses, mais enfin c'est une démocratie, et puis on aime la politique dans ce qu'elle a de plus noble, donc aussi il faut regarder cette proposition dans le détail. Moi, je la mettrai sur la table lorsqu'on sera tous ensemble à la fin du mois de mai. Et d'ailleurs, je mettrai sur la table toutes les bonnes propositions, toutes les propositions tout court, bonnes ou mauvaises, dès lors qu'elles auront fait l'objet d'un travail. Parce qu'au fond, parfois, ce qui manque dans ce dossier, c'est le travail. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas dire « faut mettre un troisième projet sur la table, il faudrait sortir du binaire, il faudrait faire autrement ». Mais comment autrement ? Et donc, il faut rentrer dans cette épreuve du réel. C'est une proposition, elle a des mérites. Elle pose d'ailleurs une question essentielle, la question de répartition des pouvoirs entre les institutions calédoniennes. Ça, c'est une question qui doit nous intéresser, quelle que soit l'issue, à mon avis, du processus référendaire. Quand on tire sur votre ficelle, elle pose aussi la question de la fiscalité ou de la répartition des richesses. Elle pose aussi des questions sur l'organisation géographique, on ne peut pas le nier, de la Nouvelle-Calédonie, avec le sentiment aussi que le Sud pourrait être un Sud retranché. Bref, elle pose beaucoup de questions. Mais est-ce qu'il faut s'effrayer que ça pose des questions ? Je ne le pense pas. Parce que pour qu'il y ait un dialogue, encore faut-il qu'il y ait des idées. Et des idées, malheureusement, ces derniers mois, je n'en ai pas beaucoup entendu. Et donc, en tout cas, sachez que, en tant que ministre, peut-être aussi un peu en tant que sénateur, je serai toujours disponible pour travailler avec l'ensemble des formations politiques du Sénat et de l'Assemblée nationale pour faire avancer ce dossier. Je vous remercie.